Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi valorise les efforts de l'Organisation arabe pour l'industrialisation dans les divers domaines. « 22 Palestiniens, dont 5 bénéficiaires d'aide, ont été tués dans des bombardements des forces d'occupation israéliennes contre les bénéficiaires de l'aide à Gaza. » L'Iran va tenir de nouvelles discussions sur son programme nucléaire avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni vendredi à Istanbul. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé les efforts de l'Organisation arabe pour l'industrialisation dans les divers domaines lors de sa réunion avec le PDG de l'organisation, le général Mukhtar Abdel Latif. Le président el-Sisi a enjoint à l'organisation de poursuivre ses efforts visant à augmenter sa productivité et à faire baisser les prix afin de réaliser la compétitivité, d'optimiser l'industrialisation locale et de localiser la technologie avancée. Au cours de la réunion, le général Abdel Latif a affirmé que l'Organisation arabe de l'industrialisation entre dans le cadre d'une stratégie à travers laquelle elle tient à renforcer l'industrialisation locale, localiser la technologie moderne et nouer des partenariats avec les grandes entreprises locales, arabes et internationales, et ce pour transférer l'expertise et développer les industries nationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de vœux du Premier ministre Moustapha Madbouli à l'occasion du 73e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet. Dans son message, M. Madbouli a exprimé ses meilleurs au président el-Sisi au nom de tous les membres du gouvernement, priant Dieu Tout-Puissant de réaliser les aspirations du peuple égyptien et de lui accorder progrès et prospérité. Le président el-Sisi a reçu également un message similaire du président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli. Dans son message, le conseiller Gebeli a indiqué que la révolution du 23 juillet constitue un tournant fondamental dans l'histoire de l'Égypte et une étape cruciale pour le glorieux peuple égyptien. Il a également prié Allah, le Tout-Puissant, de préserver la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Le chef de l'État a reçu d'autres messages similaires de la part du commandant général des forces armées, le général d'armée Abdelmegid Sakr, et du ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé qu'il suivait le statut des terres ajoutées à un certain nombre de nouvelles villes. Cette annonce s'est déroulée lors de la réunion du Premier ministre visant à faire le point sur l'état d'avancement de la régularisation foncière, les différentes offres de logements et de terrains, ainsi que sur plusieurs projets en cours de mise en œuvre en présence de l'ingénieur Chérif Chirbini, ministre du Logement. Lors de cette réunion, Chirbini a confirmé que le dossier de régularisation des terrains ajoutés à plusieurs nouvelles villes progressait bien, l'examen des demandes soumises et la finalisation des dossiers relatifs du statut des citoyens et des entités présents sur ces terrains. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, entame aujourd'hui une visite dans la capitale nigériane, Abuja, première étape d'une tournée à l'ouest de l'Afrique qui doit le mener également à Burkina Faso, le Niger, le Mali et enfin le Sénégal. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec les frères africains et l'intensification des concertations continues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et l'ouest de l'Afrique. Avant son arrivée à Abuja, le chef de la diplomatie s'est rendu à N'Djamena, la capitale de Tchad, et s'est entretenu avec son homologue tchadien, Abdallah Sabr Fadl. Lors de l'entretien, Abdelghati a salué le développement des relations égypto-tchadiennes, soulignant le soutien total de l'Égypte au projet de développement, notamment le projet de route terrestre entre l'Égypte et le Tchad. Passons aux territoires occupés où 22 Palestiniens, dont 5 bénéficiaires d'aide, ont été tués depuis l'aube lorsque les forces d'occupation israéliennes
ont ciblé les tentes des personnes déplacées, les maisons et les bénéficiaires de l'aide dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza, avec des frappes aériennes, des bombardements d'artillerie et des tirs. Selon des sources médicales dans la bande de Gaza, 94 citoyens qui attendaient de l'aide humanitaire ont été tués hier, portant le bilan de morts dans les pièges mortels depuis le 27 mai 2025 à 995 martyrs, 6011 blessés et 45 disparus. Depuis le 2 mars, les forces de l'occupation israélienne ont fermé tous les points de passage avec la bande de Gaza et ont empêché l'entrée de nourriture et d'aide médicale, provoquant la propagation d'une famine dans la bande. Les autorités syriennes évacuent des familles de Bédouins de la ville à majorité de Russes de Souaïda à la faveur d'un cessez-le-feu qui a mis fin à des affrontements sanglants entre les deux communautés. Selon l'agence officielle syrienne Sana, 1500 personnes de tribus bédouines doivent être évacuées. Le cessez-le-feu, entré en vigueur hier, a mis un terme à des violences qui ont fait plus de 1000 morts en une semaine, selon une ONG. Les affrontements ont éclaté entre combattants druzes et tribus bédouines aux relations tendues depuis des décennies et ont été compliquées par l'intervention des tribus arabes sunnites qui ont afflué d'autres régions de la Syrie en renfort aux Bédouins. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que des frappes avaient visé des cibles des Houthis sur le port de Hodeïda dans l'ouest du Yémen. La chaîne des Houthis Masira a fait état d'une série de frappes sur le port, tandis qu'un responsable Houthi a affirmé qu'elle avait détruit le quai qui avait été reconstruit après un bombardement précédent. L'armée israélienne a indiqué que parmi les infrastructures visées figuraient des engins de chantier utilisés pour reconstruire les installations du port, déjà visées plusieurs fois par l'armée israélienne, des conteneurs de carburant des navires utilisés pour des activités militaires et des actions hostiles contre Israël. L'Iran va tenir de nouvelles discussions sur son programme nucléaire avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni vendredi prochain à Istanbul, un mois après la guerre de 12 jours qui l'ont opposé à Israël et aux États-Unis. L'Iran s'est soupçonné par les pays occidentaux et par Israël de vouloir se doter de la bombe atomique, ce qu'il demande en soulignant son droit à poursuivre son programme nucléaire à des fins civiles. En réponse à la demande des pays européens, l'Iran a accepté de tenir une nouvelle séance de pourparlers. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité lundi par la télévision d'État, qui a précisé que cette réunion aura lieu à Istanbul. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui a écrit sur X, l'Iran a montré qu'il était capable de faire échec aux attaques, mais a toujours été prêt à une diplomatie réelle, réciproque et de bonne foi. Parallèlement, le président russe Vladimir Poutine a reçu dimanche au Kremlin Ali Larijani, proche conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, et ceci pour évoquer le dossier nucléaire. M. Larijani a transmis des évaluations de la situation qui s'aggrave au Moyen-Orient. Et concernant le programme nucléaire iranien, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. M. Poutine a exprimé les positions bien connues de la Russie sur la manière de stabiliser la situation dans la région et sur le règlement politique du programme nucléaire iranien. Cette rencontre à Moscou n'avait pas été annoncée au préalable. Des bombardements russes sur Kiev ont fait au moins un mort et 2 blessés, selon les autorités ukrainiennes, juste avant la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Ces frappes mortelles interviennent 2 jours après la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'organiser cette semaine de nouveau pourparlers avec Moscou, après l'échec de 2 cycles de négociations à Istanbul au printemps. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 426 drones et 24 missiles russes ont été lancés, causant notamment des dégâts dans la région de Ivano-Frankivsk, de Kharkiv et à Kiev, selon les autorités locales. Dans la capitale, où 6 quartiers ont subi des dégâts, une personne a été tuée et 6 autres blessés, selon la police nationale. Les frappes et les débris de drones interceptés ont également touché des immeubles résidentiels, un supermarché et l'entrée d'une station de métro. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a manifesté son intention de rester au pouvoir malgré la cuisante défaite aux élections sénatoriales de dimanche, à l'issue desquelles il ne dispose plus de majorité dans aucune des 2 chambres du Parlement.
l'avenir d'Ishiba apparaît compromis après une défaite électorale qui lui a fait perdre la majorité au Sénat sur fond d'inflation et de poussée du parti d'extrême droite Sansito. Lors du scrutin de dimanche, qui a renouvelé 125 des 248 sièges de la Chambre haute du Parti libéral-démocrate, le PLD droite conservatrice de M. Ishiba et son allié Komieto du centre-droit n'ont gagné que 47 sièges à eux deux, selon les résultats officiels rapportés ce lundi par la télévision publique NHK et d'autres médias. Quoique supérieur aux projections initiales des médias locaux, ce résultat reste en deçà des 50 sièges nécessaires aux deux partis pour conserver leur majorité. Ils ne compteront plus que 122 sénateurs, même si l'opposition très fragmentée n'apparaît pas en mesure de former une majorité alternative. De quoi exacerber les spéculations sur une démission de Shigeru Ishiba, âgé de 68 ans, en fonction depuis 10 mois seulement. La coalition gouvernementale est déjà en minorité à la Chambre basse du Parlement depuis une débâcle aux élections législatives anticipées de l'automne que M. Ishiba avait lui-même convoquées après avoir pris en septembre la tête du PLD. Le PLD gouverne le Japon de manière quasi ininterrompue depuis 1955, malgré de fréquents changements de dirigeants. Le Parti démocrate constitutionnel du centre-gauche, principale force d'opposition, a lui gagné 22 sièges et le Parti démocrate du peuple, centriste, 17 sièges. Surtout le Parti populiste anti-immigration, Sansito, au slogan « Le Japon d'abord », fait une forte percée avec 14 sièges remportés alors qu'il n'en tient que 2 dans l'Assemblée actuelle. Et dans notre rubrique économique, la Chine a confirmé aujourd'hui que les dirigeants de l'Union européenne se rendraient jeudi prochain dans les pays pour un sommet marquant les 50 ans des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Ce sommet est organisé dans un contexte tendu alors que plusieurs dossiers empoisonnent les relations bilatérales, des surtaxes européennes sur les véhicules électriques chinois aux restrictions dont s'estiment victimes certaines entreprises du vieux continent en Chine. Un sommet doit être organisé jeudi à Pékin pour marquer les 50 ans des relations diplomatiques entre la Chine et la communauté européenne, plus tard devenue l'Union européenne. Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé lundi que le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendront jeudi en Chine. L'Union européenne avait précisé qu'ils rencontreront le président chinois Xi Jinping, avec lequel ils discuteront des relations entre l'Union européenne et la Chine et des défis géopolitiques actuels, notamment la guerre menée par la Russie en Ukraine. Avec le Premier ministre chinois Li Qiang, ils aborderont plus en détail les aspects commerciaux et économiques de la relation. Si les liens sino-européens ne sont pas aussi dégradés que ceux entre Pékin et Washington, les différends se sont multipliés ces dernières années dans l'industrie ferroviaire, les panneaux solaires ou encore les éoliennes. L'Union européenne craint qu'une production manufacturière subordonnante en Chine, alimentée par des subventions publiques, n'aggrave un déficit commercial considérable et que le marché européen ne soit inondé de produits chinois bon marché au détriment des entreprises du vieux continent. Le différend s'est intensifié avec la mise en place l'an dernier par l'Union européenne de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Avec cette nouvelle sportive, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci et bonne soirée.